Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Oui, alors bonjour, merci beaucoup Rebecca. Donc je suis Maëva, j'ai 31 ans, j'ai un enfant qui a eu 2 ans au mois d'octobre et c'est mon seul enfant. Ok, d'accord. Et alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Que c'était quelque chose qui te donnait envie, qui te faisait peur? Oui, en fait très vite j'ai eu envie d'accoucher le plus naturellement possible, alors qu'avant c'est quelque chose qui m'effrayait avant d'être enceinte, avant de même d'être dans le schéma de la conception, d'avoir un enfant, ça m'effrayait et je suis tombée enceinte et très vite j'ai voulu en fait mettre toutes mes chances de mon côté pour accoucher en physio, en fait j'avais envie de vivre cette expérience de dépassement de soi, j'avais envie de ressentir en fait tout ce qu'on pouvait ressentir, toute cette force féminine qu'on avait en soi pour mettre au monde un enfant. Ok. Et ça, c'était quelque chose que tu avais vu, je sais pas, sur les réseaux, tu t'étais renseignée ou c'était naturellement, ça t'est venu? Un petit peu des deux. J'ai commencé à y penser à comment j'aimerais bien vouloir accoucher. Et après, j'en ai très vite parlé un petit peu autour de moi, des femmes qui avaient accouché, notamment ma belle-sœur qui avait eu 2 accouchements, qui m'avait un petit peu raconté. Et après, oui, j'ai suivi des influenceuses qui parlaient de ça. Et après, j'en ai parlé à ma sage-femme, etc. Donc après, ouais, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu et du coup, en fait, plus je lisais de choses, plus je lisais des témoignages de femmes qui avaient accouché naturellement. Je trouvais ça fascinant, en fait, de se dire que on pouvait le faire, qu'on savait le faire et qu'en étant bien accompagné, bien préparé, bah, on allait pouvoir vraiment mettre au monde son enfant et de l'accompagner, de tout sentir et je trouvais ça incroyable à faire. Ok, d'accord. Bon, alors si on revient un tout petit peu en arrière, du coup, est-ce que tu tombes enceinte rapidement, facilement, entre guillemets? Alors, bah, sur le coup, ça paraît toujours une éternité, hein, Oui, quand on a mais lancé le projet bébé, on veut que ça arrive tout de suite, hein. voilà, j'ai mis 6 mois à tomber enceinte, donc, euh, donc je sais que c'est plutôt rapide euh, par rapport à la moyenne. Après, c'est vrai que sur le coup, c'est un vrai sujet, ça, hein, de la pression qu'on a par rapport à ça, mais on va dire que oui, globalement, je suis tombée enceinte assez rapidement au bout de 6 mois. Ok, d'accord. Oui, donc quand même un petit délai, c'était pas non plus instantané, quoi. Non, non, non. Ok, d'accord. Et comment se passe ta grossesse? Alors, c'est les premières semaines, les premiers mois, comment ça se passe? Première semaine, bah, je découvre tous les changements hormonaux, donc j'ai des nausées, mais ça va, je suis très 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 fatiguée. Ok, Mais très vite, en fait, j'ai plein de douleurs, j'ai mal au dos, j'ai des tiraillements dans le bas du ventre, donc dans l'utérus. Et voilà, dès le début, j'ai pas une grossesse, je sens que je suis enceinte, quoi. Je sens, ok. ça impacte mon quotidien vraiment. Ouais, ça coule pas de source. Non. Ok. Et au niveau des nausées, des symptômes, tout ça, pareil, c'est assez dur. C'est assez dur, j'ai un traitement, et puis en fait, plus on avance dans la grossesse, plus c'est difficile. J'ai du diabète gestationnel au bout du 4e mois quand je fais le test. Donc là, on passe dans un autre monde, hein, parce que moi, j'étais déjà très stressée par rapport à la nourriture. Ok. Faire attention à la toxo, mange cru, etc. Tout nettoyer, ça me stressait déjà. Et en plus, du coup, diabète gestationnel où je dois me piquer 3 fois par jour, tout contrôler. Du coup, la nourriture, c'est devenu une obsession. Et,
Et c'était un petit peu difficile sur ça. Et après, ouais, bon, j'avais très très mal au dos, j'ai pris beaucoup de poids, je gonflais, j'avais de la rétention d'eau. Enfin, c'était pas agréable en fait, pas agréable du tout. Ok, d'accord. Et donc sur le plan médical, est-ce qu'on trouve des causes à ce mal de dos, à des choses, ou c'est juste ce début de grossesse? Non, il y a rien, c'est mon corps. Je pense que c'est mon corps, il travaille beaucoup Ouais, et voilà, j'ai ça comme symptôme quoi. ok. Et donc du coup, tu commences à te préparer, à te mettre dans le bain pour un accouchement physio. Tu suis des préparations particulières? J'achète un livre direct sur la naissance et sur la naissance physio et j'achète une BD, alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle est hyper connue, Accoucher naturellement ou une BD qui est hyper bien faite et ça me convainc encore plus. Je me dis waouh, j'ai trop envie de vivre ça et comment c'est illustré, bon, pas, ça te semble pas facile, mais tu sais que tu peux y arriver si tout va bien. Ok, Donc, mais au final, cette période un peu d'insouciance où je me dis, bon, allez, je vais tout faire pour accoucher en physio, elle s'arrête assez rapidement quand même. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe justement? À la deuxième écho, donc j'ai la toute première écho de datation, et ensuite à la deuxième écho, qui est la première écho, on va dire, euh, Ok, très vite on me dit que j'ai un placenta prévia, donc je ne sais pas ce que c'est, donc du coup on m'explique que c'est un placenta qui vient recouvrir en fait et qui bouche enfin, la sortie du col de l'utérus, et donc quand on a ça, les accouchements par voie basse, c'est impossible parce que c'est trop dangereux. ok, Mais voilà, c'est la première écho et donc on me dit ça peut toujours bouger, mais c'est là. Donc déjà, je sens que ça va pas se passer comme je rêvais que ça se passe et, euh, et je prends ça en compte. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que dans toute ma préparation au cours d'accouchement avec ma sage-femme, il y a ça qui est posé, mais on continue de faire les cours de préparation à l'accouchement, comme si on avait encore espoir que ça change. ok. Et concrètement, ça peut changer jusqu'à quand du coup? Ça peut bouger jusqu'à la fin, en fait, ça dépend. D'accord. Il peut être partiellement recouvrant ou totalement recouvrant. Donc, dans les cas où c'est totalement recouvrant, je ne suis pas médecin, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plutôt rare quand ça change du tout au tout. Et après, Ouais. quand c'est partiellement recouvert, bah, vu que tout bouge, à tout moment, ça peut bouger. Mais déjà, quand c'est partiellement recouvert, on peut pas espérer à ce que la voie soit complètement dégagée et que le placenta soit assez éloigné pour pouvoir envisager un accouchement en voie basse sans risque, quoi. Ok, ouais, donc c'est même pas une question de péridurale ou quoi que ce soit, c'est directement césarienne ou alors il se décale et tout va bien. Oui, c'est ça. C'est l'un ou l'autre. Et c'est césarienne programmée parce que justement, moi, en plus, dans mon cas, vu que j'ai du diabète gestationnel, on peut pas faire naître les bébés à terme parce que plus ils naissent à terme, plus ils sont gros et ça peut poser problème. Et donc, du coup, on trouve aussi une date un petit peu avant le terme. Ok. Donc ouais, donc là, plus les semaines passent et plus tu te profiles vers une césarienne, quoi. Oui, et j'ai la décision, enfin le verdict final au mois de juillet, où là j'ai une écho, parce que du coup quand on a un placenta prévia, on a plus d'échographie que la moyenne, Ouais. que la normale, pour justement contrôler. Et, euh, et donc au mois de juillet, là on me dit, bon là il y a très 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 peu de chances que ça bouge, et même si ça bougeait, ce serait trop risqué parce que ce serait encore trop près. Donc là c'est une césarienne programmée, c'est sûr. Et Ok. là, vraiment, je commence un processus de deuil parce que je me mets à pleurer, mais pendant des semaines, je pleure tous les jours et je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je, cet écho, là où on me dit que c'est sûr, je n'arrive même pas à entendre ce qu'on me dit sur mon bébé, les mesures, que tout va bien. Je n'entends même pas ça. D'ailleurs, après, j'ai culpabilisé de n'avoir pas écouté ce qu'on me disait, pas avoir vécu cette échographie pleinement. Mais je suis dans un mood où
on m'arrache mon rêve et moi, j'ai toujours voulu qu'un seul enfant. Donc, je sais que c'est un peu ma seule chance et que là, bah, ça Ok. n'arrivera jamais, quoi. Ok, ouais, en fait, rien que l'idée de pas vivre l'accouchement dont tu rêvais, ça te chamboule complètement, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est surtout de ne pas avoir l'occasion d'essayer parce que Ouais, je sais très bien que même si on projette, on idéalise, on a envie de certaines choses, un accouchement, il y a mille raisons pour que ça se passe pas comme on avait prévu. Mais là, c'est juste que je n'ai même pas cette occasion d'essayer. On m'impose en fait comment va naître mon enfant. Et ce que j'ai trouvé très dur aussi, c'est que du coup, quand c'est une césarienne programmée, tu choisis la date. On te propose des dates comme un rendez-vous, en fait. Vous êtes disponible telle date, telle date. Du coup, on choisit la date de naissance de notre enfant et en fait, c'était aussi tout un processus de deuil sur tout ce que tu as idéalisé toutes ces années en t'imaginant devenir mère un jour, en créant ta famille. Et du coup, c'est cette partie de la naissance qui est quand même un sujet assez stressant pour beaucoup de femmes. Bah, tout ça, ça s'annule en deux mots, quoi. Placenta prévia, c'est ça qui fait que je peux pas faire ce que je veux, quoi. oui. Oui, puis c'est aussi le deuil de oh, je perds la poche des os, enfin, je perce la poche des os, je perds les os, qu'est-ce qu'on fait, où on va, la surprise, là, tu Voilà, sais que tel jour, telle heure quasiment, tu auras bébé dans les bras et voilà, ça sera fait, c'est quoi. ça. Tu t'as pas les contractions, le stress. Tu peux pas te dire je vais préparer ma valise de maternité en avance. Tu le sais, tu sais quand tu vas devoir aller à l'hôpital. Voilà, tout Ouais. ça, c'était un vrai processus de deuil et ça m'a quand même impacté. Ça a quand même vraiment impacté mon moral 2, 3 mois, donc sur 9 mois de grossesse, Ouais. un tiers, quoi. Un bon tiers où t'étais vraiment pas bien. Ouais. Ok, et est-ce que tu as l'occasion de te préparer à cette césarienne? Est-ce que tu as l'occasion de que quelqu'un te dise comment ça va se passer ou te prépare à l'idée que tu vas avoir une cicatrice, que ça, enfin, voilà, psychologiquement, presque physiquement, ou est-ce qu'on te laisse un peu en mode, bon, bah, vous viendrez tel jour, telle heure, et puis on verra bien ce qui se passe? Alors, l'obstétricien, il m'explique quand même comment ça va se passer. Mais moi, j'anticipe et je cherche une doula, sophrologue, quelqu'un qui peut m'aider, qui va se concentrer que sur moi et qui va comprendre, enfin, qui va savoir comment m'aider. Et du coup, j'en trouve une et je fais plusieurs séances avec elle qui m'aide beaucoup. Elle a vraiment été d'un grand soutien et en fait, déjà, elle m'aide à accepter la situation. Et, Ok, euh, et surtout, en fait, elle me fait faire des exercices de visualisation qui m'aident énormément. Et sans ça, je pense que j'aurais passé des mois et des mois à pas dormir, à stresser parce que j'ai peur de tout ce qui est médicalisé, des opérations. Vraiment, j'aime pas ça. Et enfin, c'est pas que j'aime pas ça, c'est j'ai peur. Et du coup, oui, grâce à elle, elle me fait faire de la méditation. Voilà. Je, je me contente pas du rendez-vous, des rendez-vous avec l'obstétricien, pardon, parce que je sais que c'est pas assez pour moi. ok, d'accord. Et ça t'aide vraiment, ça, tu sens quand même un mieux? Oui, oui, oui. Bah, à tel point que bah, tous les soirs, pendant un mois, à partir du moment où j'ai eu la date, tous les soirs, je fais ces exercices de visualisation. J'en parle énormément avec mon chéri. Je lui dis aussi de quoi je vais avoir besoin dans la salle parce que je sais que lui aussi, ça va être impressionnant pour lui parce qu'il s'est jamais fait opérer. C'est la première fois qu'il va rentrer dans un bloc opératoire dans ces Ouais, circonstances-là. Donc, j'ai aussi besoin que lui soit préparé et que il sache que là, je vais avoir besoin de ça et ça à tel moment et pour que tout se passe au mieux pour nous deux. ok. D'accord. Donc, est-ce que tu te dirais que tu serais, enfin, qu'est-ce que tu dirais que tu étais un peu sereine, entre guillemets, à l'idée de cette opération qui arrivait, de cette naissance qui arrivait? J'arrive sereine. Je sais que je rentre le dimanche soir à la maternité. La soirée, je suis un petit peu stressée. La nuit, je cogite beaucoup. Le matin, je fais de la méditation. Je mets en pratique tout ce que ma doula m'a conseillé.
je quitte la chambre, je suis sereine. Je me dis que ça va aller, que c'est cette naissance qu'on va avoir et que ça va bien se passer, que j'ai tout fait de mon côté pour que ça se passe au mieux. Donc là, c'est plus entre mes mains, mais que ça va le faire. Ok. Et du coup, bah, comment ça se passe alors? Du coup, tout va bien jusqu'à ce que je rentre dans le bloc opératoire. En fait, donc je suis en fauteuil roulant. Ils ouvrent la porte et là je vois et en fait je switch, je vrille, je perds le contrôle. C'est exactement tout ce que je craignais. C'est sombre, il fait hyper froid dans un bloc opératoire et il y a déjà des gens qui sont en train de préparer la table. C'est une table en acier en plein milieu comme ça avec une lumière au-dessus. Enfin, Ouais. je n'arrive pas à concevoir que je vais mettre au monde mon enfant là. Et du coup, après, tout s'enchaîne. Je suis vraiment à l'ouest parce que je commence à paniquer, je le sens. Et on m'assoit sur la table et on me branche de partout. On me fait une croix dans le dos pour l'arracher anesthésie. On me fait une petite anesthésie locale et là, on me fait cette fameuse rachianesthésie que j'ai trouvée très très douloureuse. Et en fait, autour de moi, j'ai 4 personnes. J'ai l'infirmière, j'ai l'anesthésiste et j'ai les 2 infirmiers sûrement qui me préparent. Et en fait, tout s'enchaîne. Je me sens comme un pantin, en fait, complètement démunie de contrôle. J'ai rien, je subis tout. Et puis, l'anesthésie commence à faire effet. Et donc, c'est la première fois que je perds la sensation de la moitié de mon corps. Et donc là, je peux plus rien faire. On commence à me sonder, mais je sens quand même qu'on me sonde, donc c'est douloureux aussi. Et là, en fait, 2 personnes me parlent en même temps, l'anesthésiste, l'infirmière, on me touche. Et en fait, tout ça, c'est trop pour moi. C'est trop, je n'arrive pas et je commence à faire une crise d'angoisse et je commence à pleurer. Et c'est à ce moment-là que mon chéri Fabien arrive et Fabien, je lui avais demandé d'amener une petite enceinte pour mettre une certaine musique qui était censée m'apaiser. Et en fait, il rentre, on se voit et il sait, il comprend que là, ça va pas. Et je lui dis, pas la musique. Donc, on annule tous nos plans. Et là, heureusement qu'il est là. Il sait, il me connaît très bien. Il sait que là, j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il soit là. J'ai besoin qu'il me rassure. Et j'ai besoin de sa voix. J'ai besoin de le sentir. Et du coup, là, Fabien, il approche et il me tient la main et il me rassure. Il me fait des bisous. Et voilà, il m'explique en fait tout ce qui se passe. Euh, et ça crée quand même un petit peu de calme dans ce chaos qu'il y a autour de moi. Et voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, donc on sent rien avec la anesthésie et Fabien là me quitte, s'éloigne et donc je comprends là que notre enfant est né. Je l'entends pas encore pleurer, donc j'ai ce stress de pourquoi il pleure pas, Ok. comme dans les films un peu. Pourquoi là on l'entend pas pleurer. Et Et toi, juste, je te coupe une seconde, mais t'as rien senti du tout? T'as pas senti ce moment bah, on sort le bébé sans avoir mal, mais en ressentant juste les sensations? en fait, tu sens, ce que j'ai senti, j'ai eu l'impression que l'obstétricien s'était allongé sur moi pour me sortir mon bébé. J'ai eu le souffle coupé, en fait. D'accord. J'ai l'impression d'avoir un poids énorme sur mon ventre pour faire sortir ça, mais pas de douleur, juste, ouais, cette sensation d'oppression, vous êtes sur moi, j'arrive plus à respirer, quoi. Ok. Oui, et toi, c'est plus le fait que ton mari, enfin, que ton conjoint parte qui te fait prendre conscience que ton bébé est né. C'est pas tant Oui, la sensation, quoi. non, parce que sur le Ok. coup, en fait, vu que on sent un peu quand même notre corps qui balance et moi, je décide de ne pas me concentrer sur ce qui est en train de me Ok. faire parce que si je me concentre sur ça, je prends conscience de ce qui se passe et de l'opération que c'est, des ouvertures, je peux pas, je sais que si je me concentre sur ça, je vais Ouais. vriller. Donc, je me concentre sur Fabien et c'est ça, au moment où il part, où je me dis, c'est bon, il est né et c'est quand il revient là, il me quitte, c'est mon chéri, il revient, c'est un papa. Et, et voilà, c'était très intense.
Et donc, du coup, il a notre petit bébé dans les bras et il a juste le temps de me coller son visage au mien. Donc, je le vois pas. Juste, on se colle comme ça. Et je pense que l'instant dure quelques secondes. Et en fait, là, je commence à pas aller bien. J'ai très envie de vomir. J'ai peur de vomir sur le bébé. Et donc, je dis, je me sens pas bien, je vais vomir. Et en fait, là, j'ai l'impression que tout s'accélère de nouveau, que tout le monde, euh, tout le monde s'affaire autour de moi. Et en plus, ils font sortir, du coup, Fabien et notre fils. Et donc, j'ai cette vision de lui qui sort et moi qui reste dans cette pièce froide au milieu de tout le monde. Et je sens en fait que là, je me sens pas bien. Je m'évanouis, je reviens, j'ai soif, je me sens très faible et tout ça, ça dure hyper longtemps. Ok. Et ça, tu le dis, est-ce que tu vois qu'on commence à faire un peu autour de toi un peu plus ou est-ce que tu te sens un peu toute seule de ton côté pendant qu'on te recoue et compagnie? Non, je sens qu'en fait, ils sont tous passés de l'autre côté, dans le bas de mon corps, en fait, que j'ai Ouais, juste une infirmière qui me parle. Et en fait, je sens enfin, j'entends que je fais une hémorragie. d'accord. Mais je sens qu'il y a autre chose parce que ils chuchotent un peu dans leur coin et enfin entre eux. Je pense que c'est pour pas m'inquiéter, mais en fait très vite on me branche, on me met de l'oxygène, on me met une autre perfusion et on m'emmène dans une salle autre part, dans une salle de soins, en fait, exprès. Et là, en fait, j'ai trois infirmières qui m'appuient avec leurs deux mains chacune sur mon ventre pour faire sortir du sang, en fait. Et elles en sortent Ok. des serviettes imbibées de sang. Et là, en fait, moi, je m'évanouis parce que j'ai l'impression que c'est un cauchemar que je suis en train de vivre. Et, euh, et je ne pense qu'à une chose, c'est de boire. J'ai tellement soif, et on peut pas, j'ai pas le droit de boire. Et en fait, je Ouais. sais pas pourquoi je me raccroche à cette idée. Je ne pense qu'à un verre d'eau, un verre de soda, Mhm. quelque chose qui me ferait du bien là tout de suite. Ok. D'accord. Et donc toi, tu t'évanouis à ce moment-là, tu te réveilles rapidement. Ouais, en fait, je fais que Ok. des mini pertes de connaissances. Je m'évanouis comme si mon esprit me disait non, là, je peux pas supporter. Et je reviens et je suis toujours, enfin, plus ça va, plus je me sens faible. Et en fait, au bout de quelques heures, comme ça, Ah j'ai oui, quelques heures comme ça quand même. ouais, je reste longtemps en fait. Je reste Ok. longtemps. Les infirmières, elles viennent m'appuyer sur le ventre comme ça, plusieurs fois, je pense toutes les demi-heures. Et on prend ma tension, on prend plein de mesures. En fait, on me dit aussi que j'ai eu une pré-éclampsie, donc qui n'avait pas été détectée avant. Ok. Et donc en plus, j'ai fait une hémorragie de la délivrance qui s'arrêtait pas. Et donc au bout de plusieurs heures, j'ai mon obstétricien qui vient me voir et qui m'explique la situation, que là je perds beaucoup de sang et que ça s'arrête pas, et il me demande mon consentement pour faire une transfusion sanguine. Moi sur le coup, on aurait pu me dire n'importe quoi, j'aurais dit oui, sauvez-moi. J'avais vraiment Ouais. cette appréhension en fait, je suis restée des heures avec le sentiment de je vais mourir sans avoir vu le visage de mon fils. Et je pensais beaucoup à Fabien. Je me disais, il doit être tellement stressé, il doit se demander ce qui se passe. Enfin, en fait, on Mm. vit un peu un cauchemar. Les choses qu'on voit dans les films où on est séparés, déjà ça, le fait Ouais. d'être séparé, que quand la mère est séparée du bébé ou c'est la mère qui s'en va, enfin, tout ça, ce genre de scène, c'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Et en fait, là, nous, ça nous arrive. Et je pense qu'à ça. Je me dis, en fait, Fabien, il va être un père célibataire. Je visualise sa vie, en fait, sans moi. Ouais. Et du coup, ça me fait peur. Et donc, quand on vient me proposer, enfin, on vient me demander mon autorisation pour la transfusion, de toute façon, je ne pouvais pas dire non. En fait, tout me fait peur à ce moment-là. Ok. Et à quel moment le cauchemar commence à prendre un peu fin et tu commences à pouvoir te dire je vais pas mourir? Euh, Au bout de 6h30, enfin 6h30 comme ça, en fait, je vois Fabien qui arrive avec notre bébé et il me le pose sur moi. Donc moi, je suis très faible, j'ai très peur de le faire tomber, de m'évanouir, mais je le sens enfin. Et là, j'ai
un sentiment qui m'envahit où je me dis, mais ça y est, je suis maman, il me rencontre, enfin, on se rencontre pour de vrai, on se sent, on se touche. Euh, je sens sa peau, il sent la mienne. Et là, ça commence un petit peu à aller mieux. J'arrive un peu à parler, je pose des questions à Fabien et on reste ensemble quelques minutes. Et là, je commence à... En tout cas, j'ai cette peur que j'avais de mourir sans connaître mon bébé, elle s'efface instantanément parce que je me dis, quoi qu'il arrive, voilà, il y a eu cette chose, ce moment entre nous et on ne pourra pas nous l'enlever. Ok. Et après, je reste quand même, donc eux, ils repartent. Et je reste un moment encore au même endroit. Je suis dans une salle. Et ensuite, on me transfère dans une chambre, donc pas du tout à l'étage de la maternité, euh, mais à l'étage où il y a des soins un peu plus intensifs. Et du coup, je reste là, branchée. En fait, il y a une machine qui sonne toutes les 15 minutes, on vient la contrôler. Je crois que c'est ma tension, mais je ne suis pas sûre. Et donc, en fait, je reste là toute la nuit toute seule. J'ai juste le droit de faire la tétée d'accueil à 23 heures. Donc, je les revois peut-être une demi-heure. Euh, L'infirmière nous prend en photo à ce moment-là. Donc, on a notre première photo tous les trois, 10 heures après la naissance. Et j'arrive quand même à l'allaiter le jour de sa naissance parce que j'avais aussi peur de ça. C'est ce que tu voulais, toi, pouvoir l'allaiter? Oui, ouais, Ok. bah, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire avant de tomber enceinte. Et une fois que je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais j'ai la capacité de le faire, je veux le faire. Et du coup, j'avais Ouais. aussi cette appréhension de si on tarde trop, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça risque pas de compromettre l'allaitement? Et bon, voilà. Donc, du coup, je peux quand même faire cette tétée d'accueil, ça se passerait bien. Et ensuite, eux, ils repartent et moi, je passe la nuit toute seule là dans cette chambre. Mais j'ai mon portable. Fabien m'avait descendu mon portable, donc du coup, je peux avoir des photos, des vidéos et on parle beaucoup. Et Et du déjà, coup, ton ça. mari, lui, est en et en chambre maternité avec bébé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est lui qui Ok. gère la première nuit, la première couche, la première tenue. Enfin, toutes les premières 24 heures, en fait, c'est lui qui a géré. Ok. Donc pendant que toi, tu es en soins intensifs, du coup, c'est ça? Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, Ça y ressemble. ça y ressemble, ouais. Ok. Exactement. Ok, donc tu passes cette première nuit avec quelques photos. Est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé? Est-ce que tu réalises que tu as accouché ou c'est encore assez flou? Non, sur le coup, je suis vraiment. Je sais pas, je pense à rien, je pense juste au fait que moi je suis en vie et que eux ils vont bien et là je m'accroche à ça en fait, je m'accroche à ça et le temps est long, j'arrive pas à dormir et en fait je suis juste pressée de pouvoir remonter, mais comme je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir remonter, le temps il est très très long quoi. Ouais. Et le lendemain matin, du coup, on me remonte enfin. Il est à peu près 10 ou 11 heures, donc ça fait presque 24 heures que mon enfant est né. Et là, je remonte dans la chambre et c'est très étrange comment on fonctionne, mais c'est comme si c'était rien passé. Dans ma tête, je rentre dans la chambre, je... c'est le plus beau jour de ma vie et je prends mon fils dans les bras et je le quitte plus. Et là, en fait, au bout de quelques heures, je commence à développer, je commence à sentir que ça va pas parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de cligner des yeux, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie de me reposer, j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Après la césarienne, on nous demande d'aller aux toilettes. En fait, j'ai pas envie de perdre du temps à faire ça. Je veux juste le regarder. Je n'ai même pas envie de prendre mon portable pour annoncer la naissance à mes proches parce que du coup, vu qu'on n'avait pas dit la date de la césarienne, en fait, personne ne savait ce qu'on était en train de vivre. Ouais. On voulait le garder pour nous et j'avais eu ce petit truc où je me suis dit, on sait jamais si ça se passe mal, comme ça les gens, nos proches n'auront pas à stresser. Mm. Mais du coup, là, on est le lendemain de sa naissance et je n'ai pas envie de l'annoncer, j'ai envie d'être avec mon fils, mon chéri, et que plus personne ne vienne perturber en fait tout ça, quoi. Ok. Et tu sens que tu te mets un peu, tu t'isoles quoi complètement et
je sens que je ne veux pas quitter mon fils et qu'il ne faut pas qu'on me demande de le laisser. Et que juste là, dans tous les trois, on est bien et j'ai juste besoin de ça. Et le lendemain, on a une psychologue, la psychologue de la maternité, qui passe nous voir. Et en fait, c'est quand elle nous pose des questions, quand elle nous demande comment on a vécu la chose, là, c'est comme si en fait je prenais conscience, je prenais le temps de me poser sur ce qui s'était passé. Et là, je m'effondre, mais totalement. Je verbalise que j'ai eu très très peur de mourir et que Ok. bah moi c'était la première fois que j'avais peur de mourir comme ça, que je me voyais mourir et que et du coup ouais on en parle. Je prends aussi, enfin j'entends aussi le ressenti de Fabien parce que pour lui aussi ça a été difficile. Et en fait là je prends conscience qu'on vient de vivre quelque chose qui va créer un tournant dans notre vie. Genre, je sens il y a un avant et un après, et on sait qu'il y a un avant et un après enfant, surtout la première fois Ouais. qu'on le devient. Mais là, je sens que ça nous a changé, mais littéralement. Ok. Et est-ce que tu arrives enfin, est-ce que tu te dis je vais pas bien ou est-ce que tu te dis juste ça a changé, je veux juste être avec mon fils, laissez-moi tranquille. Un petit peu des deux. En fait, je sens que j'ai tout de suite de l'hypervigilance excessive qui s'installe parce que vraiment, je ne veux pas dormir. Je ne veux pas rater une minute et même presque cligner des yeux et de rater cette microseconde qu'on a quand on cligne des yeux. Je n'ai pas envie de la vivre. J'ai peur de rater un mouvement de doigt qu'il fait, son œil qui s'ouvre. Enfin, je sais pas, j'ai peur de rater la moindre seconde, la moindre microseconde. Et du coup, là, je me dis que si ça dure, cet état, il faut vite que j'aille en parler parce que sinon, ça risque de s'envenimer et c'est pas très sain. Ok, ouais, t'as quand même cette clairvoyance de prendre un peu de recul sur ce qui se passe quand même parce que, Oui. ok. Et comment la suite se passe alors? Bah, du coup, on reste, vu qu'il y a une césarienne et tout ce qui s'est passé, on reste 5 jours à l'hôpital. Sur le plan Euh, médical, tout va bien pour toi, pour lui? ah, pour lui, oui, oui, tout va bien. Et pour moi, oui, ça va. Enfin, j'ai des soins post-op à faire. Je dois apprivoiser cette cicatrice que je trouve monstrueuse. Et j'ai des agrafes sur cette cicatrice. Mais en tout cas, sur le plan médical, tout va bien. Il faut juste que je fasse des tests après pour le diabète. Mais tout va bien. Le plus gros est passé, quoi. Ok. Et donc tu restes 5 jours. Les 5 jours, du coup, émotionnellement, tu es toujours dans le même état. Ouais, j'ai beaucoup de mal à dormir. Mais après les 5 jours, nous, en fait, on a trop aimé parce qu'on était dans une bulle. C'est vrai qu'à la maternité, ben, on a beaucoup de gens qui passent nous voir. Alors, du coup, pas nos proches parce que dans notre maternité, les visites étaient interdites et nous, ça nous allait très bien, surtout après ce qu'on venait de vivre, heureusement. Mais voilà, on a toujours du personnel soignant qui vient nous voir, checker, etc. Donc on est jamais tranquille, entre guillemets, mais nous, on se sentait hyper accompagnés. J'avais un peu de mal au début avec l'allaitement et on était dans un hôpital génial pour ça. Les auxiliaires, les infirmières, les aides-soignantes, elles prenaient le temps de nous accompagner, de nous expliquer. Donc en fait, ça a été 5 jours dans une bulle où je me posais pas de questions sur le fait de je sais que là, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas envie d'être éloignée de lui. Je voulais même pas le mettre dans son petit couffin là qu'on donne à la maternité. Je voulais tout le temps qu'il soit avec moi, sur moi, dormir avec lui. Et du coup, Ouais. il dormait avec moi dans mon lit, mais moi, je ne dormais pas parce que j'avais peur qu'il tombe, de l'écraser. Donc en fait, j'ai l'impression que presque pendant 5 jours, je n'ai pas dormi. Je faisais peut-être des siestes la journée, mais quand je savais qu'il dormait dans les bras de Fabien, enfin voilà, j'avais envie que notre fils il soit avec moi, avec Fabien, et sinon il fallait qu'on reste éveillé. Mais donc les 5 jours se passent comme ça passe plutôt rapidement, et, euh, et après on rentre chez nous,
Et en fait, très vite, on se met en mode cocon. Fabien, il a été génial pour le postpartum, parce qu'en plus, c'est pareil, quand on a une césarienne, on n'est pas opérationnel tout de suite, on a du mal à marcher, à se lever. Enfin, c'est quand même dur aussi, ça. Et en fait, très vite, on reste dans notre bulle, mais longtemps, parce que nos proches, ils ont vu notre bébé peut-être à 10 jours ou 2 semaines après la naissance. Et Ok. petit à petit, au compte-gouttes, pas très longtemps. Voilà, on avait envie de préserver ce cocon, quoi. Ok. Et à quel moment ça prend un tournant? À quel moment tu arrives un petit peu à te détacher de ton fils dans la moindre mesure, pas dans, détacher totalement, mais à être moins dans l'hypervigilance? Franchement, je pense que ça a mis 1 an. Ok. J'ai mis 1 an à... Par exemple, je faisais du yoga avant d'accoucher, donc j'avais encore des séances à faire. Pour le coup, j'ai peut-être mis 6 7 mois à aller faire un cours de yoga qui est à 5 minutes de chez moi, qui dure 45 minutes, et je me dépêchais de rentrer et c'était une torture. Et voilà, j'ai mis 1 an en fait à pouvoir sortir, et c'est des sorties qui me semblent plutôt obligatoires, mais aller chez le médecin, aller chez la sage-femme ou faire du sport. J'ai mis 1 an à le faire sans vraiment culpabiliser, et encore maintenant, dès que je peux être avec lui, je suis avec lui. En fait, tout ça, ça a changé aussi notre conception d'être parent. On est rentré, on a complètement arrêté de chercher un mode de garde. On a eu un refus de la crèche et on s'est dit, bah, en fait, c'est qu'on ne doit pas le garder, c'est que tout ça, ça arrive pour une raison. Et en fait, moi, j'avais quitté mon CDI quand je suis tombée enceinte. Donc, je me suis dit, bah, je vais rester en freelance en temps plein, enfin, au maximum, quoi, et je le garde. Et Fabien, petit à petit, en fait, Fabien, il avait du télétravail assez souvent, mais petit à petit, il a démissionné et on s'est dit, bah, on se met tous les deux en freelance parce que on veut être tout le temps avec notre enfant. En fait, on, on veut pouvoir profiter de chaque seconde tant qu'il va pas à l'école. Et est-ce que tu penses que c'est dû à ton accouchement assez compliqué ou est-ce que tu penses que c'est aussi juste simplement le fait d'être devenu parent et votre conception de la parentalité qui fait ça? Je pense que ce qui a accentué, c'est mon accouchement. Du coup, je peux pas dire si on aurait fait les mêmes choix avec un accouchement plutôt classique, mais là, en fait, la séparation, elle a été atroce pour nous. Euh, Avec Fabien, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on se quitte pas, on fait tout ensemble, on voyage ensemble, on travaille ensemble, on a créé une application ensemble. Enfin, on fait vraiment tout ensemble, et parce qu'on aime être ensemble, parce que on se complète et que Ouais. on adore passer du temps ensemble. Et là, en fait, le fait d'être devenus parents dans ces conditions, un peu chacun de notre côté pendant 24 heures, je pense que ça a créé un vrai traumatisme et ça a repensé totalement notre manière de devenir parent. Je dis pas que je l'aurais fait garder 5 jours sur 7 et que là, je le fais pas garder. Parce que déjà, quand j'avais commencé à faire des demandes en crèche, je voulais le faire garder que 2 ou 3 jours par semaine. Mais en fait, Ok. il est né, on a vécu ça, on s'est retrouvés. On trouvait ça inconcevable, en fait, de le laisser à Ouais. une autre personne. Et du coup, Fabien aussi a mal vécu la séparation. Pour lui aussi, c'était compliqué, tu dirais? Bah oui, parce qu'il a eu peur, en fait. Il Ouais. a eu peur, déjà, enfin, il a eu peur pour moi. Et puis, ouais, c'est pas. Je pense qu'on idéalise tous un peu le moment de la naissance. Moi, je sais que j'avais prévu un petit cadeau surprise à lui offrir en salle après la césarienne, en remontée en chambre, pardon. Et, euh, et voilà, je pense qu'on idéalise tous un petit peu ce moment. Et lui, en fait, il s'est retrouvé tout seul. Et donc, je pense qu'en plus d'avoir eu peur pour moi, il avait aussi il était triste que
je vive pas, par exemple, le pot à pot. En fait, c'est lui qui a Ouais. fait le pot à pot pendant des heures et heureusement, tant mieux. Moi, maintenant, avec le recul, je trouve ça hyper beau que cette situation ait pu lui offrir ça parce qu'au final, un homme, c'est beaucoup plus difficile de s'impliquer vraiment dans la grossesse parce que c'est pas lui qui a l'enfant dans le ventre, c'est pas lui qui accouche, c'est pas lui qui a tous les changements. Donc, moi, maintenant, je suis trop contente de me dire que bah, ils ont eu leur moment rien qu'à eux et peut-être que ça joue aussi sur la connexion qu'ils ont maintenant. Mais lui, je sais qu'il était très triste en fait de vivre ça à ma place parce que moi, tout ça, c'était mon rêve en fait de vivre ça, d'avoir mon fils en peau à peau, de rester des heures, de l'allaiter tout de suite et voilà. Donc je sais que tout ça en fait, ça a été difficile pour lui donc il a eu peur, il a été triste et puis c'est aussi un chamboulement de fou pour lui quoi. Il s'est retrouvé papa tout seul à gérer pendant 24 heures bah voilà, pendant 24 heures, il n'a pas pu échanger aussi sur lui, comment il se sentait. Donc, il y a eu aussi un petit truc de solitude, quoi, parce qu'on n'était pas ensemble. Ouais. Ok. Et du coup, 2 ans plus tard, avec un petit peu de recul, pas énormément non plus, mais un petit peu de recul, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est toujours à vivre? Est-ce que c'est toujours une épreuve que tu as du mal à surmonter? Ou est-ce que tu arrives à remonter un petit peu la pente? Bah, tu vois, là, d'en parler, ça me donne envie ça m'émeut beaucoup, ça me donne envie de pleurer. Donc, Oui, mais tu l'as pas fait quand même. Belle ouais. performance, bravo. Euh, Donc en fait, j'ai continué de me faire accompagner là pendant 2 ans. J'en ai beaucoup parlé à ma psy, j'en ai parlé à une sophrologue, à 2 sophrologues. Et en fait, euh, tout ça, ça m'aide maintenant à prendre du recul. Quand j'en parle, ça reste quand même, je me remets dans l'émotion et je peux encore ressentir toute la peur que j'ai eue, toute la tristesse. Mais maintenant, ça va. En fait, j'ai l'infirmière qui m'a accompagnée toutes ces heures-là quand j'étais très mal. Euh, je lui ai écrit, en fait, je ne l'ai pas revue les 5 jours où j'étais à l'hôpital. Du coup, je lui ai écrit un mot parce que elle a été, enfin, je l'ai vue comme une lumière, en fait, dans ce chaos tout le long. Et du coup, elle m'a appelée une semaine après et elle m'a dit une phrase qui, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier et à sa juste valeur et à vraiment y croire. Mais elle m'a dit que euh, ma cicatrice, parce que du coup, c'est ça aussi que je vivais mal, c'est je vois en fait par où il est sorti mon enfant. Genre la cicatrice, Ouais. elle sera toujours là, elle me rappellera toujours ça. Et elle m'a dit que, en fait, la cicatrice, au lieu de la voir comme quelque chose de moche, comme comme quelque chose de négatif et de traumatisant. Il fallait juste la voir comme la porte d'entrée au monde de mon fils. Et en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça beau, mais je me suis dit que jamais j'allais y arriver. Et maintenant, j'ai appris à aimer ma cicatrice. Et quand je la vois et quand je prends le temps de la regarder, je me dis que oui, mon fils, il est sorti par là, il est rentré dans notre monde par cette porte-là et que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que peut-être que un accouchement en physio ou un accouchement par voie basse, même avec péridurale, peut-être qu'il y aurait eu des complications pour lui. Et j'ai ma sophrologue qui m'a dit que s'il est né comme ça, c'est que c'était sa manière à lui d'arriver dans notre monde et que le plus beau cadeau que je pouvais nous faire, c'est d'accepter en fait cette naissance. Donc maintenant, j'ai fait un travail, ça fait 2 ans que je me fais accompagner et que dès que je sens que c'est encore douloureux, j'en reparle. Mais maintenant, voilà, j'ai plus tendance à voir ça comme notre naissance à nous, en fait. Ça a marqué un tournant dans notre vie et je pense que voilà, s'il est né comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que ça a permis quand même de belles choses. Ça a permis à Fabien de rester plusieurs heures avec son fils et de l'avoir juste pour lui. Euh, Moi, ça m'a permis aussi bah, au final, d'avoir un peu affronté ma peur des opérations. Alors, ça s'est pas bien passé, mais au moins, j'ai fait tout un travail pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et après, bah, dans la vie, on ne décide pas de tout. Mais voilà, 2 ans après, je pense que ça reste quand même un épisode traumatisant.
Ça m'a pas motivée du tout à en faire un deuxième. Mais voilà, c'est notre histoire et je pense qu'elle a créé quand même de belles choses dans notre histoire familiale. Ok, bon, c'est plein de résilience et beaucoup de travail, je pense, donc bravo à toi pour tout ça. Merci. Alors, une petite question qui n'a pas trop à voir, quoique. Tu as parlé d'une application, est-ce que tu souhaites en parler un petit peu? Oui. Oui, oui, avec plaisir. Du coup, avec Fabien, bah, quelques mois après la naissance de notre fils, euh, on avait, bon, comme beaucoup de parents, 1700 photos par jour et on avait en fait envie de tout documenter, tout noter ces premières fois et on n'arrivait pas à être très assidus sur le remplissage du livre naissance papier. Et du coup, on a créé un livre de naissance en application où on peut suivre l'évolution de la grossesse jusqu'aux 10 ans de l'enfant avec des pages à remplir comme un livre de naissance, avec aussi des badges de première fois. Donc, tout plein de premières fois, que ce soit des événements comme la première dent, le premier sourire, mais aussi toutes les premières fois alimentaires, la première fois qu'il goûte tel fruit, tel légume, euh, ou la première fois au manège, à la piscine, peu importe. Donc des badges à valider comme ça. Et donc du coup, ça fait une application où on a tous nos souvenirs regroupés au même endroit. Et une application peut servir à autant d'enfants qu'on a ou qu'on souhaite. C'est pas limité. Et c'est aussi une application qu'on télécharge chacun sur nos téléphones, mais qui se remplit à deux. En fait, chacun peut remplir sur le même compte ses souvenirs. Donc le papa, la maman, peu importe, les deux parents. C'est pas la charge d'une seule personne, d'un seul parent. Et voilà, chacun peut noter ses souvenirs et les premières fois qu'il vit avec son enfant. Et tout ça, c'est regroupé juste dans une application. Ok, Et on super. l'a appelée, du coup, elle porte le nom de Roudoudz parce que c'est un des surnoms de notre fils. Ok. Parce que ce serait pas ton deuxième bébé finalement. C'est un peu notre deuxième bébé, voilà. J'ai deux bébés en fait. Ok. Eh ben écoute, super. Eh ben super, super récit. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. Ça, une expérience, sacrée expérience, mais je pense que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de choses et c'est bien d'entendre que bah on se relève, c'est dur, c'est faut le dire, mais qu'on arrive à accepter et à avancer et ça ira au final. Oui, oui, mais d'ailleurs, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que oui, j'espère que ce récit, ça pourra aider des mamans qui vivent la même chose ou pas forcément, mais qui vivent un accouchement qui leur fait du mal. Parce que mettre au monde, c'est une belle chose, mais ça peut aussi faire beaucoup de mal et que c'est hyper important d'en parler. Parce que moi, je sais Après, on me disait souvent, et j'en veux pas du tout aux gens qui me disaient ça, que le plus important, c'est que le bébé aille bien. Alors oui et non, parce que évidemment, je préfère 1000 fois, 1 milliard de fois que ça m'arrive à moi plutôt qu'à lui. Mais ça reste quand même une épreuve et que si on n'en parle pas, si on se fait pas accompagner, si on n'est pas entendu, on risque de développer des traumatismes qui nous quittent plus et que du coup en fait c'est hyper important de se faire accompagner et qu'il y a des femmes géniales qui vouent leur vie à ça pour accompagner des femmes comme nous et donc voilà, il faut pas s'en priver et il faut pas hésiter à dire que oui, on est heureuse d'être mère, mais que la naissance, elle nous a fait mal et que c'est dur en fait. Ouais, ouais, très beau message. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!